Radio.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et nous sommes ce matin avec Gaspard Ganzer, qui est candidat parisien à la mairie de Paris. Oui, et puis aussi ancien patron de la com à l'Élysée, et ça nous intéresse à plusieurs titres. Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. 40 jours de grève et un conflit donc pour arriver au retrait de l'âge pivot et le maintien de quelques spécificités. Alors vous, justement, l'ancien patron de la com de l'Élysée, est-ce que c'est une stratégie du gouvernement pour faire passer la réforme finalement, ou est-ce que ça a été une mauvaise com ? Alors j'ai pris l'habitude de ne pas donner de leçons de communication à nos successeurs parce que moi-même j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais là je crois qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis à l'évidence. Cette réforme, elle est souhaitée par la plupart qui ont bien compris qu'on devait moderniser notre système de retraite, et le gouvernement n'a pas su expliquer ces enjeux qui étaient pourtant très simples, plus d'universalité, plus d'égalité. Peut-être en voulant mettre trop de choses dans la même réforme, ils ont fait perdre le fil aux citoyens français, et là ils sont obligés sur une partie de reculer, et c'est une bonne chose parce qu'on a quand même besoin d'un compromis maintenant pour sortir de la grève. Oui, alors retrait provisoire, comment vous le comprenez, vous, justement ? Alors, vous savez, dans l'expérience des conflits sociaux, puisque j'en ai suivi un certain nombre dans ma carrière, quand on parle de retrait provisoire, on peut assez vite enlever le provisoire. Le CPE, vous savez, le contrat première embauche qui avait été lancé par Chirac et Dominique de Villepin, le retrait était aussi provisoire, je crois qu'il n'a jamais été mis en œuvre par la suite. Ah, donc, ce qui veut dire que pour vous, c'est un retrait quasi définitif, quoi, c'est ça ? Je pense que le retrait est définitif, mais certainement par orgueil, le Premier ministre ne le dit pas pour l'instant, on peut le comprendre, c'est pas très agréable de battre en retraite sur un sujet pour lequel on s'est autant impliqué. Oui, alors vous battez le pavé, si je puis dire, à Paris depuis des semaines. Le bitume, il y a de moins en moins de pavés à Paris. Il y en a encore. Il y en a encore. Que vous disent les Parisiens ? Ils n'en peuvent plus de cette grève ou... Non, moi, c'est pour ça que j'appelle vraiment au compromis avec entre les syndicats et le gouvernement, parce que les Parisiens n'en peuvent plus. Ce sont quand même eux qui sont les principales victimes avec les Franciliens de cette grève, parce que ce sont les RER et les métros qui ne roulent pas assez bien. Donc, qui souffrent ? Ceux qui doivent se déplacer en transport ferroviaire tous les matins, les commerçants, mais aussi les entrepreneurs de spectacle, tout le monde. Les gens sont vraiment en colère. Alors après, les Parisiens sont résilients, donc ils font bonne figure, ils essaient de tenir, mais c'est vraiment difficile. Oui, c'est difficile, et en même temps, il y a toujours quand même un certain soutien au mouvement, parce qu'ils se disent, ils se battent aussi pour la suite, pour les retraites. C'est vrai. Je pense, j'ai pas entendu les gens forcément hurler contre soit les syndicats, soit le gouvernement. Je pense que les gens sont un peu fatalistes. Ils se disent, bon voilà, encore une réforme qui se fait pas, encore des blocages. Ils cherchent pas forcément à attribuer des responsabilités, même si chacun a certainement son avis. Ils en souffrent, parfois en silence, parfois en s'énervant. Mais vous savez, pour les commerçants notamment, c'est près de 50% du chiffre d'affaires qui a été perdu au cours des derniers mois. C'est insupportable pour eux. Oui, c'est ça. Et Emmanuel Macron, selon vous, a joué aussi sur les divisions un peu syndicales. On dit qu'il joue sur les divisions politiques. Il fait la même chose un petit peu aussi lors de ce conflit social ? J'espère pas, parce que ça serait une politique un peu machiavélique, un peu ordinaire. Je crois que le pays a besoin de rassemblement, on a besoin de rassemblement, de concorde, de dialogue. Emmanuel Macron a en lui peut-être les deux côtés, le côté tacticien et le côté rassembleur. Il faut qu'il accentue sur le côté rassembleur, c'est de ça dont on a besoin. Oui, on parle de plus en plus de rassemblement, mais c'est l'inverse. On a l'impression qu'il y a une implosion totale. Une société extrêmement fracturée, entre certainement les grandes villes et les milieux ruraux, entre les différents corps de la société. Je pense que le rôle du président, du gouvernement, mais aussi de tous les élus, et moi j'espère pouvoir le faire en tant que futur maire, c'est d'apaiser et de rassembler. Oui, rassemblement national aussi, c'est lui qui en profite véritablement. Malheureusement, vous savez, depuis 30 ans maintenant, à chaque fois qu'il y a des crises dans ce pays, que la misère s'étend dans notre pays, c'est toujours l'extrême droite qui en bénéficie, mais il n'y a pas de fatalité. Il appartient aux démocrates dont je suis, au niveau national et au niveau local, de trouver des solutions concrètes. C'est regrettable d'ailleurs qu'il n'y ait pas une véritable opposition au gouvernement actuel ou à Emmanuel Macron, et que se profile 2022 ce fameux duel. Alors je crois que la droite républicaine fait ce qu'elle peut, les socialistes, les écologistes font aussi ce qu'ils peuvent, mais vous savez, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. C'est pas parce qu'on pense aujourd'hui qu'il y aura forcément un duel entre Macron et Le Pen que déjà les deux seront candidats à l'élection présidentielle, et qu'il n'y aura pas un troisième homme ou une troisième femme qui dessinera. Dans une démocratie, comme les citoyens quand le pouvoir, ils peuvent déjouer les pronostics. Oui, d'autant qu'il pourrait y avoir aussi des changements au gouvernement. Édouard Philippe, à votre avis, quittera le gouvernement ou pas ? Alors je ne suis pas dans le secret des lieux. Il avait l'air de vouloir rester, mais en général quand on annonce qu'on veut rester, c'est souvent là qu'on part. Il a peut-être envie de retourner au Havre, aux élections, d'être candidat aux élections municipales. Je crois qu'il a beaucoup
à Paris, pas à Paris. Ah, visiblement, on avait parlé de lui. On a beaucoup parlé de ça. On a parlé beaucoup de monde à Paris. Je crois que cette hypothèse a été aujourd'hui levée et tant mieux. Il va aller au Havre, ce sera très bien. Alors, candidat parisien, vous, donc pour la mairie de Paris, le faux suspense est élevé depuis hier. Anne Hidalgo a déclaré sa candidature à sa succession. Alors, parmi ses propositions, il y a notamment faire de Paris une ville 100% vélo, hein, c'est ça. Est-ce qu'on peut réellement se passer de voitures dans le centre de Paris ou dans Paris ? Alors moi je suis contre le fait de supprimer tel ou tel mode de déplacement. Je pense qu'on a besoin à la fois de marche à pied, de vélo, de scooters électriques, de voitures électriques, mais aussi de métro et de bus. On peut pas dire 100% pour tel ou tel mode de déplacement. Moi j'adore le vélo, j'en fais régulièrement, mais aujourd'hui c'est que 5% des déplacements. Donc on doit peut-être augmenter un peu cette part-là, mais il faut comprendre ceux qui ne peuvent pas faire de vélo. Vous savez, moi mes enfants ils ont 7 ans, ils peuvent pas se déplacer en vélo sur les rues de Paris. Ma mère elle a 70 ans bientôt, et bien elle peut pas non plus faire de vélo. Il y a des gens qui sont en situation de handicap, qui sont blessés, qui peuvent pas faire de vélo. Donc oui au développement du vélo, mais je crois que la priorité en matière de déplacement, c'est le déplacement à pied. Or les trottoirs sont pleins de travaux, parfois cassés et il faut les réparer. Et d'autre part, le développement des transports publics. On voit bien en ce moment qu'on en a bien besoin des métros et des bus pour circuler dans cette ville. Est-ce que vous voulez toujours supprimer le périphérique ? Bien sûr. Alors, c'est pas une perspective pour les 20 prochains jours, les 20 prochains mois. C'est une perspective à 20 ans. Je considère que c'est une frontière entre Paris et le Grand Paris, qu'il faut évidemment la supprimer, qu'il faut se réconcilier avec l'ensemble. Anne Hidalgo dit c'est pas une bonne idée pour l'instant. Non, mais Anne Hidalgo, tout ce qui participe à la construction du Grand Paris, elle est contre. Il y a vraiment un sujet sur lequel elle n'a vraiment pas avancé, c'est le Grand Paris. Or, moi, je pense que la construction de la métropole parisienne, c'est vraiment la priorité des prochaines années. Paris est une ville trop petite, trop dense, qui étouffe. Il faut retrouver de l'air pour mettre des espaces verts, trouver davantage de place pour les logements. Alors, mais Gaspard Ganzer, les automobilistes qui vous écoutent, qui sont peut-être sur le périphérique, qui se disent oui, ben d'accord, dans 15 ans, mais alors s'il n'y a plus de périph', comment on fera quand même pour se déplacer ? Parce que tout le monde ne pourra pas être non plus en vélo ou dans les transports en commun. Bah pourquoi pas, vous savez. Non mais attendez, pour les livraisons, alors ça bien sûr, et puis d'autres. Mais c'est pour ça que moi j'ai dit qu'il fallait toujours qu'il y ait d'autres modes de déplacement, notamment pour ceux qui travaillent avec leur voiture. En revanche, regardez ce que fait Londres, Berlin, Madrid. Il n'y a pas de périphérique à 5 km du centre. Il y a des rocades de contournement qui sont à 20 km. Ils ont trouvé des modes. C'est pas la même façon. Effectivement, la ville n'a pas été conçue de la même manière. Et bien justement, moi je pense que l'enjeu de cette élection municipale, c'est pas de faire de la petite gestion, c'est faire des grandes transformations à 20 ans. Vous savez, Haussmann, il a transformé la ville au 19e siècle. Aujourd'hui, il nous appartient à nous, alors à plusieurs certainement, de transformer cette ville pour construire le Grand Paris qui nous manque. Oui. Paris aussi devient une ville inaccessible pour les classes moyennes en termes de logement, avec des prix du mètre carré qui ont explosé, qui sont à plus de 10 000 euros le mètre carré. Et je vous parle pas d'appart de luxe, parce que là, sinon on est à 20 000 vous savez, ou 30 000. récemment, j'ai vu dans le 10e arrondissement qu'il y avait un appartement qui se vendait à 17 000 euros du mètre carré. Donc vous imaginez qu'on est sur cours avec les poubelles qui sont juste en bas, voilà, juste à côté de la salle de shoot de la gare de l'Est. Alors elle propose d'augmenter de 25% la part de l'habitat social dans la ville. Est-ce que ça c'est une bonne idée, c'est une piste ? Qu'est-ce que vous avez comme proposition ? Dans le domaine du logement social, on est bientôt au 25% de l'ensemble du parc, et je pense que ça c'est un bon objectif qu'il faut atteindre. Moi je crois qu'en matière de logement social, il faut plutôt chercher à rénover les logements sociaux, parce que ceux-ci sont de plus en plus vétustes. Et surtout, moi j'ai une nouvelle proposition, c'est de faire un plan d'urgence de lutte contre l'habitat insalubre. Il y a de plus en plus d'habitats insalubres, notamment dans le nord-est de Paris, mais aussi dans les quartiers plus pauvres. Donc là, il faut débloquer des fonds, quelques dizaines de millions d'euros, 20 millions d'euros en tout, pour avoir cette action contre des quartiers qui sont devenus insalubres, parce qu'il y a des gens extrêmement pauvres qui souffrent dans ces habitations. De la même manière, je pense qu'il faut faire un plan pour le logement étudiant. Tout ça nécessitera de l'argent, donc il va devoir faire des économies par ailleurs. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on baisse les effectifs de la ville de Paris de 10%, parce que Anne Hidalgo les a fait exploser. Puis elle veut continuer de les faire exploser. Oui, je pense que là, il y a eu une dérive dans la gestion. Il y avait 40 000 agents dans la fonction publique de la ville de Paris au début de son mandat. Ils sont près de 60 000 aujourd'hui. Beaucoup de gens dans les bureaux, des centaines à la com, des centaines à la logistique, des centaines au RH et aux finances. Et là, il faut faire des économies pour pouvoir financer nos priorités. Bon, et donc le logement sera l'une de vos priorités. Alors, c'est la première des priorités. Vous savez, moi je fais le tour de Paris depuis 2 ans. Les gens ne me parlent que de ça. On ne peut plus se loger quand on est une famille, on ne peut plus se loger quand on est une classe moyenne. Et si on veut que Paris reste une ville ouverte et dynamique avec des enfants et pas simplement des célibataires entre 30 et 40 ans, eh bien il faut pouvoir loger tout le monde. Bon, donc il faudrait peut-être aller même jusqu'à des innovations. Certains pensent aussi à interdire ou plafonner la durée de certains contrats. Quand on achète, comme par exemple, vous n'achetez pas le terrain, vous achetez en fait. Il y a beaucoup d'innovations en fait. Je pense qu'il faut... Là, pour l'instant, on voit pas grand-chose dans les programmes. Il faut être extrêmement créatif. Moi, j'ai fait une proposition qui est celle de lutter contre le logement vacant. Ils sont plus de 100 000 à Paris, en durcissant la fiscalité sur les sujets. Pour
les gens qui laissent leur logement vacant plus d'1 an ou plus de 2 ans, qui les louent pas, qui les habitent pas, je pense qu'il faut les pousser à les remettre sur le marché. Alors Gaspard Ganzer, vous continuez, vous faites bande à part, tout seul, ou vous allez passer en fait des alliances? Moi j'ai fait le choix de l'indépendance et de l'autonomie parce que je pense que c'est la bonne manière de construire un projet pour Paris. Donc on présentera des listes parisiennes dans les 17 arrondissements de Paris. On espère au deuxième tour pouvoir créer la surprise dans le maximum d'arrondissements. Moi je suis candidat dans le 15e arrondissement par exemple. Puis après on cherchera à rassembler, mais autour des idées, pas simplement autour des personnes ou des étiquettes. Moi je crois que vous savez, les gens en ont ras-le-bol des étiquettes et des courses d'ego. Bah oui, mais en tout cas, on assiste à ça pour l'instant, quoi. Villani ira jusqu'au bout face à Griveaux, face à Rachida Dati, face à Anne Hidalgo. Ça je sais pas, vous lui demanderez, tout comme vous demanderez au président de la République et à Édouard Philippe pourquoi ils ont mis une telle pagaille à Paris. Moi je pense qu'on a besoin de simplicité. Moi j'ai choisi de présenter une liste citoyenne avec que des gens qui n'ont jamais fait de la politique, des gens comme vous et moi. Il y a des retraités, des fonctionnaires, des étudiants, des chefs d'entreprise, et c'est comme ça là qu'on aborde l'élection. Oui, Gaspard Ganzer, vous avez parlé des logements insalubres, et dans le nord de Paris, il y a une autre préoccupation, également dans le sud du 15e aussi et du 14e, c'est les toxicos. Il y en a de plus en plus. Alors ça, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement problématique parce qu'au cours des dernières années, il y a eu une explosion du trafic de drogue à Paris, le trafic de crack, notamment dans le nord-est de Paris, mais aussi non loin d'ici, dans le 15e, à Ballard, avec beaucoup de trafic de drogue. Et puis de façon plus générale, il y a aussi une dérive de la toxicomanie chez les jeunes, avec ce qu'on appelle des drogues récréatives ou festives, mais qui sont extrêmement dangereuses, la MDMA, l'ecstasy, la kétamine. Et je pense que la ville de Paris a la responsabilité à la fois de travailler avec la police et les services de santé pour régler les situations les plus urgentes, mais aussi d'agir en matière de prévention. Donc moi, je propose que la première année du mandat en 2020, on fasse une campagne massive de prévention qui passe par de l'affichage. Il y en a déjà un peu de la prévention, très peu. Honnêtement, les jeunes aujourd'hui sont confrontés à des produits très dangereux. Vous savez, au mois de septembre, il y a un jeune homme qui est mort dans le 13e arrondissement parce qu'il avait consommé des mauvais produits. Je pense qu'on doit vraiment faire attention parce que moi, vous savez, je suis père, mes enfants sont pas encore adolescents, mais j'ai pas envie qu'ils soient confrontés à n'importe quoi quand ils continuent. Parce qu'aujourd'hui, quand ils se baladent dans les rues, ils sont confrontés à ça et on le voit notamment au centre et au nord de Paris. Un peu partout, vous savez, il y a beaucoup le nord-est de Paris, mais aussi le sud, dans le 15e, le 14e, il y a aussi des spots malheureusement de trafic de drogue et c'est un vrai problème. Oui, le mot de la fin, Gaspard Ganzer, avec Cécile de Ménibus. Vous parliez tout à l'heure de mobilité. Le nombre d'accidents de vélo et de trottinettes explose à Paris, surtout depuis les grèves du 5 décembre. Plus de 40% d'augmentation. Est-ce que c'est un problème d'incivilité ou est-ce que ça veut dire que Paris n'est pas du tout prête à cette nouvelle mobilité? Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour développer le vélo à Paris avec des nouveaux couloirs réservés, mais visiblement ils ne sont pas au bon gabarit, donc il faut en tenir compte, en tirer les conséquences pour aménager les choses. Mais puis ça après, veut dire que quoi, si vous êtes élu maire, vous allez encore faire des travaux pour améliorer? Non, je ne veux pas remettre la ville sans dessus-dessous, ce serait difficile de faire pire qu'Anne Hidalgo en la matière. En revanche, chercher ici ou là à mieux sécuriser certaines pistes, ça c'est nécessaire et ça nécessite pas forcément des gros travaux. Et par ailleurs, il faut quand même que les gens soient plus attentifs les uns aux autres, qu'il y ait plus de concorde et d'harmonie entre les gens. Moi, vous savez, les trottinettes électriques, je m'en méfie un tout petit peu. Je trouve que c'est un mode de transport parfois dangereux et individualiste. J'ai discuté récemment avec un médecin urgentiste qui me disait qu'il n'avait jamais vu autant de polytraumatisés. J'ai un ami qui s'est fait casser le fémur parce qu'il s'est fait percuter par une trottinette alors qu'il faisait de la course à pied. Donc il faut vraiment que chacun fasse attention. Oui, vous serez candidat dans le 15e arrondissement, c'est ça? Alors c'est là où habite ou vit Anne Hidalgo, mais elle ira dans le 11e. Alors Anne Hidalgo, qui a toujours été candidate dans le 15e, a décidé de fuir cet arrondissement pour aller dans le 11e. Je ne sais pas de qui ou de quoi elle a eu peur. Ouais. Elle a toujours perdu dans le 15e arrondissement quand elle a été candidate. Peut-être que cette fois, elle avait peut-être même peur de ne pas faire 10% au premier tour. En tout cas, c'est son problème. Moi, j'ai grandi dans le 15e, j'ai toujours été fidèle. J'y serai candidat parce que je pense que c'est le plus bel arrondissement de Paris. C'est celui qui me tient à cœur. En un mot, vous qualifiez son bilan de quoi? Mauvais, notamment sur la question de la vie quotidienne, le logement, les gens ont quitté la ville, la propreté, puisque les rues sont sales, et majement la sécurité, parce que les rues sont de moins en moins sûres. Merci Gaspard Ganzer, candidat parisien donc à la mairie de Paris. Merci d'avoir été ce matin sur Sud Radio. Merci et dans un instant, on reviendra sur le père Peña qui est face au juge pour agression sexuelle dans quelques instants, 7h57. 5h10, le Grand Matin Sud Radio.